Est-ce que tu as envie d'investir à New York? Salut à toi, ici Uriel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter un ami à moi qui s'appelle Steve, qui est un investisseur immobilier à New York. Steve, comment ça va? Très bien, Uriel, et toi? Très bien, Steve. Avant de se lancer dans le vif du sujet qui est l'immobilier, parlons un peu rapidement de toi. Rapidement, je me suis installé à New York il y a 5 ans à peu près. D'accord. Après avoir bossé à Paris pendant 2 ans comme consultant. Et à New York, je bosse comme, je dirais, business analyst. Du moins, je manage une team de business analyst dans l'advertising. Parfait. Un milieu d'avenir. Dis-moi, Steve, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'immobilier? Alors, je me souviens en 2016, je vivais en coloc avec deux potes américains. On a eu quelques frictions au sujet de divers trucs, les trucs classiques de la colocation. Et ça faisait un moment qu'on vivait ensemble. Et je me suis dit au bout d'un moment, bon, il est peut-être temps pour moi de partir et de m'installer tout seul. D'accord. Et dans le même temps, je me suis dit, tant qu'à faire, est-ce que ce ne serait pas l'opportunité pour moi d'acheter quelque chose et au lieu de payer un loyer tous les mois, de payer un crédit immobilier. D'accord, donc tu as commencé l'immobilier parce que, comme beaucoup de gens, tu voulais te loger. Exactement. Je commençais à me loger. Et donc, j'ai un peu le nœud dans le ventre. J'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que ça coûte et quelles sont les étapes pour acheter un bien immobilier. Et donc, ça a pris quelques mois quand même de formation. Juste se documenter, comprendre comment ça marche. 1 ou 2 bouquins par-ci par-là, plein de blogs, des vidéos sur YouTube. Donc voilà, tout un process pour m'éduquer déjà sur ce que c'est. Qu'est-ce que tu as lu comme bouquin? Je pense que c'est intéressant parce que je pense que pour la clé de la réussite dans tous les secteurs de la vie, que ce soit l'immobilier ou autre chose, c'est de se former. Le savoir, c'est le pouvoir. Oui. Qu'est-ce que tu as lu comme bouquin? Alors j'avoue que je me souviens plus des noms parce que ça commence à dater un peu. Mais il y a le mec qui fait le flipping house là. Ouais, ok, tu parles des jumeaux là, les jumeaux qui font du flipping sur HGTV. Ok. Ouais, et il y a le mec dont on parlait récemment, le bouquin que tu lis en ce moment là. Oui, Big Pocket. Big Pocket, voilà. Braden Turner. Exactement. J'ai lu un de ses e-books aussi. Et puis il y a pas mal de blogs. Et justement, un des blogs que j'ai lu, je crois que c'est Joe Regan, on dirait comme ça, après je ne me souviens plus du nom du gars. J'ai lu son blog, un truc vraiment très détaillé sur ce que ça coûte pour faire son premier achat immobilier, plein de conseils intéressants. Et je lui ai laissé un message, parce qu'il proposait, il proposait de fournir un accompagnement à des personnes désireuses de recevoir son aide. Et lui, en contrepartie, ce qu'il gagne, c'est qu'il te connecte à un agent immobilier qui lui verse une commission. C'est du gagnant-gagnant. Toi, tu acquiers la connaissance et lui, derrière, il fait une commission avec un agent immobilier. Exactement. Tout le monde est gagnant dans la vie. Puis, je pense que c'est un élément clé aussi pour ceux qui vont... On va en parler peut-être après la négociation, mais dans la vie, il faut toujours penser à ce que tout le monde puisse gagner dans une négociation. Exactement, ouais. Win-win, comme disait l'Américain. Win-win, comme disait l'Américain. Parfait. Et donc, ça, c'était au bout de quelques mois déjà. Donc, j'avais une meilleure idée de ce que je voulais. Et donc avec ce gars-là, en gros, je lui ai juste présenté mon idée, ce que j'avais en tête, tout ça. Et une des principales choses qui est ressortie de notre discussion, de notre consultation, c'est que pour le budget que j'avais, pour le besoin que j'avais, c'était peut-être intéressant de penser à faire d'une pierre deux coups. Au lieu d'acheter un appartement, acheter un petit immeuble pour à la fois me loger et en faire un investissement. Ce qu'on appellerait un multifamily home aux États-Unis. Exactement comme ça s'appelle. Puis en France, on appelle ça un immeuble de rapport. Puis au Canada, on appelle ça des plex. Tout à fait. C'est vrai, c'est ça. Ouais. Et donc, je suis parti sur cette idée-là. D'accord. Sachant qu'aux US, l'avantage avec les plex ou les multifamily homes, c'est qu'en termes d'apport, c'est un peu moins contraignant qu'un condominium. Donc en termes d'apport, c'est un peu plus faible. Donc pour le même apport, je peux à la fois acheter un appart ou acheter un multifamily home d'une valeur de 3 fois supérieure. Le pourcentage demandé est de combien? 5%. 5%. C'est un peu pareil au Canada aussi, c'est du 5%. Il y a juste un point d'attention qu'il faut préciser à nos auditeurs, c'est que derrière, tu dois rajouter une assurance. Tout à fait. Une assurance, et c'est ce qu'on appelle des prêts assurés, au fait. Oui. Ok, parfait. Donc je suis parti dessus et j'étais en process avec un agent immobilier
j'ai rompu ce contrat-là parce que mon conseiller, mon consultant, lui, son revenu à lui venait du fait qu'il allait me trouver un agent immobilier. Donc j'ai dit ok, c'est fair pour moi de te permettre de respecter ce contrat-là. Et donc il m'a mis en contact avec un autre agent immobilier. Et on a commencé le process de recherche, de visite. Moi j'avais une très bonne idée de ce que je voulais, je connaissais bien la zone, je cherchais un truc où je vivais déjà. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Comment tu as défini la zone au fait, où est-ce que tu voulais acheter? Alors je vivais dans un coin de New York, de la banlieue de New York que j'aimais beaucoup. D'accord. Un coin que je trouvais être une niche en termes de proximité du centre-ville, de Times Square, en termes de qualité des biens immobiliers, c'est plutôt des maisons familiales. Parfait. Un coin très calme, propre, enfin vraiment un truc très résidentiel où j'ai pris plaisir à vivre. Je me suis dit si je dois investir là. Je connais le coin, je connais les quartiers, il y a des supermarchés, il y a des écoles, je connais le coin, c'est là que je veux investir. D'accord. L'idée c'est quand même de pouvoir investir dans un coin où tu peux aller faire des visites assez facilement, donc pas très loin de là où tu habites, pas très loin de là où tu bosses. Et donc c'était beaucoup plus convenable de se focaliser sur ce coin-là. D'accord. Donc tu as trouvé une zone qui n'était pas loin de là où tu habitais parce que Exactement. tu la connaissais, tu y as vu un certain potentiel. Absolument. Ça c'est pour la partie localisation. Ouais. Mais c'est quoi la stratégie que tu as décidé d'appliquer pour investir en immobilier? La stratégie en termes de quoi? Tu sais, il y a plusieurs types de stratégies. Tu peux acheter and hold, tu peux acheter et flipper. Tout à fait. Donc la stratégie c'était buy and hold, donc buy and hold rent. Donc en gros j'achète pour garder et je mets en location. C'était ça l'idée. Il y a d'autres stratégies comme tu disais, rénover, revendre, machin. Donc je suis dans le genre. Pour l'instant la stratégie c'est vraiment de capitaliser sur le fait que en tant que primo-accédant, comme on dit en France, j'ai cet avantage de pouvoir mettre une mise en apport très faible et c'est sur ça que je vais capitaliser pour mon premier investissement et une fois que j'ai acheté le bien, le mettre en location. C'est ce qu'on appelle aussi dans le marché américain, c'est ce qu'on appelle du house hacking. En gros, tu achètes pour habiter et puis c'est très bien parce que, ça te permet de te faire la main, c'est facile à gérer parce que tu es sur place. 2, ça te permet aussi de te bâtir une équipe. Et 3, derrière, c'est vraiment le côté où est-ce que finalement tu commences sans commencer par quelque chose de trop violent en fait. Tout à fait. Ok, parfait. Un truc intéressant que tu viens de dire à propos d'une équipe, peut-être qu'on reviendra dessus plus tard, mais c'est vraiment ça. Aujourd'hui, j'estime avoir une petite équipe de personnes en qui j'ai confiance, avec qui je suis en contact, entre l'agent immobilier, le mec qui m'a accordé le crédit et mon fixeur, c'est le maintenance guy, handyman, voilà. C'est super intéressant quand tu penses justement à passer à un deuxième, un troisième de l'immobilier, d'avoir une petite équipe de personnes en qui tu as confiance, qui vont t'aider à faire ton prochain investissement. Du coup, on va en parler tout à l'heure, mais ce qui est aussi intéressant, tu as parlé finalement des joueurs clés qui entrent dans une recherche, donc l'argent immobilier qui t'aide à trouver le bien, les personnes qui t'aident à faire les travaux, mais il y a une personne, je pense, qui est importante aussi, qui est le financement. Absolument. Comment s'est passé ton financement? Parce que tu pars quand même d'un pays que tu ne connais pas forcément, tu es arrivé. Comment s'est passé le financement? Alors, à travers mes recherches sur le sujet, une des choses que j'ai compris, c'est que différentes banques proposent différents taux et que c'est possible de faire une comparaison des différents taux, c'est possible de contacter plusieurs agences. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs de ces banques, de ces structures, te font des devis gratuits en ligne. Et donc j'ai commencé par là. Donc le consultant avec lequel je bossais, je lui ai dit voilà, j'ai repéré quelques structures pour l'obtention de mon crédit immobilier, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit ça c'est pas mal, je te conseille aussi de considérer, de regarder telle ou telle autre banque. Et donc je suis parti avec un mix, je sais plus, je crois que j'en avais 5 ou 6 à la base. D'accord. Qui semblaient avoir les taux les plus intéressants du marché et qui semblaient avoir également les structures les montages que je voulais parce que je voulais un taux fixe, parce qu'il y a des taux variables, des taux fixes. Et donc il n'y a pas que le taux, il y a le taux, il y a également le taux de closing, comme ils disent aux US, c'est-à-dire quel est le pourcentage de demandes de prêts qui se sont soldés, qui se sont conclus par des prêts accordés en temps et en heure, parce que dans un achat immobilier, il faut voir qu'il y a la contrainte du temps fixée par le vendeur. Et donc si tu travailles avec une banque qui prend une éternité pour valider ton crédit, tu peux perdre une affaire intéressante parce qu'ils ont, voilà, donc il y avait ça, alors c'est quoi la réputation de la banque en termes de rapidité, d'exécution, de clôture des demandes de prêt, c'est quoi les taux, bref, il y avait un certain nombre de critères que j'avais définis avec mon gars
Et donc j'ai contacté ces différentes banques, ces différentes agences-là. Et une d'entre elles, j'ai eu un bon feeling avec mon agent, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, ton courtier hypothécaire. Voilà. Un gars plutôt sympa, on a eu un bon feeling, bonne conversation. Il proposait un taux très compétitif, plus ou moins proche du minimum que j'avais trouvé. Et sur la base de cette relation, des taux compétitifs, de la garantie qu'ils allaient clôturer en temps et en heure, je suis parti avec cette banque-là. Donc ce que je peux dire rapidement, c'est que l'idée, c'est pas forcément d'aller avec le taux le plus bas, mais c'est aussi d'aller avec le bas. Forcément, il faut que le taux soit compétitif, mais c'est aussi d'y aller avec quelqu'un qui est de confiance, avec qui tu as une bonne relation. Ouais. On travaille avec les gens avec qui on a envie de travailler parce qu'on les apprécie, donc il y avait une connexion qui s'est créée. Ouais. Et ça, c'est très important sur le long terme, parce que le jour où tu reviendras derrière faire un autre achat dans 2 ans, 3 mois, 6 mois, peu importe la durée, tu auras déjà cette relation qui aura été créée, sur laquelle tu pourras capitaliser. Ouais. Et si je peux rebondir là-dessus, je dirais que justement, pour aller dans ton sens, quand j'ai pensé à faire un deuxième achat, j'ai appelé le même gars pour lui présenter mon projet, pour avoir son avis. Et là, c'est vraiment une relation. C'est comme un pote qui me dit non, je pense que non, je crois que c'est une mauvaise idée, je crois qu'il faut plutôt aller sur ça. Machin. Et pour les fêtes, il m'a envoyé un mail pour prendre mes nouvelles. Donc voilà, il y a une relation qui s'établit. Et c'est super important parce que c'est pas juste un banquier aujourd'hui, c'est quelqu'un de confiance, en qui j'ai confiance pour évaluer la qualité d'un deal et la viabilité d'un projet. Et c'est très important. Le relationnel, les contacts, c'est ce qui est le plus important dans tous les secteurs d'activité, particulièrement en Amérique du Nord. Moi, je trouve qu'on est très, très basé ici sur les contacts en Amérique du Nord, donc Canada comme aux États-Unis, et encore plus dans l'immobilier. Ok, parfait. Là, on a parlé de la partie financement. Tu as eu ton financement, la partie recherche. Tu t'es fait accompagner par un courtier qui t'a proposé des biens. Comment s'est fait la négociation du bien? Déjà, quel type de bien tu as acheté? Donc, multiplex et c'était un bien qui était plutôt qui venait d'être retapé, donc un petit immeuble qui avait été un peu maltraité, je dirais, par le précédent proprio, qui venait d'être retapé pour être revendu. Il y avait encore pas mal de travaux à faire et donc c'était une opportunité d'avoir un bien en dessous de la valeur du marché. À condition d'être prêt à faire des travaux supplémentaires. Et toi, ça t'inquiétait pas de faire des travaux? Un tout petit peu, parce que déjà, l'idée de sortir de la location, d'acheter, alors au lieu de passer par la case je loue tout seul, je suis passé quand même d'une coloc à je vais acheter un bien immobilier avec des locataires, avec des travaux à faire, donc il y a une petite appréhension quand même de se dire ok, c'est peut-être too much. Et puis je me suis dit, en discutant un peu avec d'autres personnes, notamment le consultant avec lequel je bossais, je me suis dit, it's okay, it's gonna be fine. Mais il y avait quand même une petite peur quand même, parce que tu te dis, c'est un projet ambitieux, mais tu sais, dans la même veine de partir de Paris pour s'installer à New York, lâcher son taf, recommencer tout à zéro, je me suis dit, ce sera mon challenge l'année prochaine, puisque j'ai commencé le process en milieu d'année. Je me suis dit, ce sera clôturé d'ici la fin d'année, et mon challenge l'année prochaine, ce sera de m'adapter à cette nouvelle réalité, d'être proprio, d'être bailleur et de gérer des travaux dans une maison. Donc, c'est pas évident, mais c'est mental. Je pense que c'est beaucoup de mental, de motivation, voilà. Et comment tu as fait pour vaincre ces barrières mentales-là, justement? C'était quoi ta stratégie pour passer outre ces difficultés-là, puis aller de l'avant? C'est de se tourner vers des personnes qui sont passées par là, comme toi par exemple, qui avait cette expérience dans l'immobilier. De demander, de poser des questions, comment ça se passe, c'est quoi les challenges que tu as rencontrés, c'est quoi les challenges que tu rencontres aujourd'hui, et de manière générale, est-ce que tu es satisfait, est-ce que tu penses que tu as pris la bonne décision. Donc les retours d'expérience de personnes qui sont passées par là, d'une part, d'autre part, c'est de se dire que mine de rien dans la vie, rien n'est vraiment facile. Je veux dire, tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est précieux demande un sacrifice, demande un investissement. Donc, c'est de se souvenir de ça, de se dire que no pain, no gain. Donc, tout à fait. Voilà. Et je pense que c'est important ce que tu dis aussi à nouveau, parce que il y a ce qu'on appelle en anglais, on parle de School of Hard Knocks, c'est-à-dire ça sert à rien de repasser à travers les difficultés à travers lesquelles d'autres personnes sont déjà passées. Il y a des gens qui sont plus expérimentés que nous, puis même moi encore aujourd'hui, ça fait quand même 5 ans que je suis dans l'immobilier, j'ai quand même une très bonne expérience, mais je continue à aller voir des gens qui sont plus expérimentés que moi, avoir l'humilité de dire, regarde, ça je le connais pas très bien, aide-moi. Des fois c'est payant, des fois c'est gratuit, mais il faut pas hésiter à aller chercher la connaissance là où est-ce qu'elle se trouve, parce que c'est dans
dommage de reproduire des erreurs que d'autres personnes ont déjà reproduites avant nous. Donc je trouve ça intéressant comme parcours. Et aussi comme mentalité. Je pense que c'est un mindset. C'est vraiment un état d'esprit où est-ce qu'on se dit, je ne suis pas parfait, je ne connais pas tout, je vais en chier un peu, ça va être difficile. Mais je le fais parce que j'ai un but, j'ai un objectif dans la vie, puis je vais aller vers ça. Je vais m'y tenir. Je vais m'y tenir. C'est une très bonne philosophie. Puis je pense qu'on se rejoint là-dessus. D'accord, donc là, tu as trouvé ton financement, tu as visité les biens, il y avait des travaux à faire. Comment s'est fait l'offre? C'est quand tu arrives là, tu sais, on part quand même de bâtiments qui vaut plusieurs milliers de dollars. Comment est-ce qu'on fait une offre en se disant, bah bon, c'est bon, j'y vais, je mets un prix sur la table. Et comment est-ce que tu négocies? Plusieurs centaines de milliers d'ailleurs. Just, you know. For the record. Just for the record, you know. Non, mais c'est flippant parce que tu te dis quelque part, c'est l'achat le plus cher que j'ai jamais fait. C'est un investissement énorme, c'est un engagement, c'est un crédit quand même, c'est un engagement sur la durée. Et c'est quoi le bon prix? Et donc c'est une négociation, c'est un process où tu regardes dans le quartier, dans la ville, comparable. Dans le quartier plutôt, c'est quoi les biens comparables, c'est quoi la valeur de ces biens comparables, et aussi l'historique du bien. Parce que, alors, il y a eu d'autres propriétaires avant moi, et sur ce bien-là en particulier, le vendeur qui me l'a vendu, il l'avait acheté pour moitié prix. Il l'a retapé, donc il a fait un fixer-upper, il l'a gardé pendant un an à peu près, il l'a retapé. Donc il voulait le vendre 2 fois plus cher. Donc je me suis dit quand même, ça fait un peu cher quand même. Mais en regardant les maisons du quartier, en regardant des biens similaires, je me suis rendu compte que ça restait une belle affaire parce que le truc il était quand même je crois qu'il était à 20% moins cher que d'autres biens similaires dans le quartier. Et donc l'offre que j'ai faite j'ai offert en fait, j'ai proposé un prix légèrement inférieur à celui du vendeur, juste pour tâter un peu le terrain, voir ce que... et au final, le prix final, c'est le prix qu'il avait demandé à la base. Parce que, voilà. Mais tu sais, des fois, dans une négociation, tu ne peux pas toujours gagner, surtout quand tu sais que tu es une bonne affaire. Tu l'as acheté plus cher que ce que tu voulais, mais malgré ça, tu as quand même fait une bonne affaire. Exactement. Et l'élément clé aussi que moi j'aime beaucoup dans le marché nord-américain, bon, je parle souvent du nord-américain parce que pour moi, le marché canadien et américain ont beaucoup de similitudes. C'est la possibilité d'aller consulter l'historique d'un bien. Donc il y a des bases de données centralisées. Pas besoin de passer par un notaire comme ça peut être le cas en France. Tu as vraiment des bases de données centralisées où est-ce que tu es en mesure de savoir le bien a été créé en telle année, il a été vendu en telle année, il a été acheté par telle personne en telle année. Du coup, tu vois l'évolution. Donc si quelqu'un te demande 5 fois le prix qu'il a acheté il y a 2 semaines, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Absolument. Et puis tu peux aussi regarder des biens similaires dans le quartier. Regarder l'historique de ces biens là aussi. Exactement. Pour voir s'il n'y a pas des tendances aussi qui se dessinent. Parce que quand tu investis, l'idée aussi c'est d'investir dans une zone qui a du potentiel. Où les biens s'apprécient avec le temps. Donc, Et moi, je trouve que c'est ce qui est vraiment bon en Amérique du Nord, c'est toute l'information est disponible vraiment sur Internet. Public records. À l'époque, c'était difficile parce que il n'y avait que les courtiers qui maîtrisaient l'information. Et comme je l'ai dit au début, le savoir, c'est le pouvoir. Mais aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, tout est délocalisé, décentralisé et accessible sur Internet. Donc, tu peux vraiment, avec un peu de recherche, puis un peu de formation, et aller chercher l'information que tu veux pour te permettre de faire l'offre au bon achat. Puis, ok, parfait. Donc là, tu as fait ta proposition, il a demandé un peu plus, il a eu le prix qu'il voulait, tu as quand même eu un bien. Et j'ai obtenu au passage 2-3 concessions parce que dans le process, à mesure que je me rapproche de son prix, j'obtenais 2-3 petites concessions en termes de travaux supplémentaires qu'il fallait réaliser. Et donc j'ai essayé de gratter au max en termes de travaux parce que je me suis rendu compte que le vendeur avait une petite équipe qui faisait les travaux pour lui. Donc j'ai réussi à obtenir 2-3 travaux, trucs supplémentaires avant la clôture. Et c'est génial ce que tu dis là parce que on est des fois trop focalisé, trop concentré sur l'argent, sur le prix. Mais des fois dans une négociation, la meilleure façon de trouver un terrain d'entente, c'est de ne pas se concentrer sur l'argent et d'aller chercher autre chose. Le vendeur, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné accès à son équipe. Toi, derrière, tu as accès à une équipe qui fait des travaux et qui peut donc potentiellement faire tes travaux dans le futur. Et les gens qui font les travaux pour ton vendeur, ils viennent récupérer un client additionnel. Tout le monde est gagnant. Et ça parce que tu ne t'es pas concentré uniquement sur l'argent. Et le plus drôle, c'est que cette équipe que tu as aujourd'hui,
c'est elle qui va t'aider sur tes prochains achats. Absolument. Donc là, tu es vraiment, tu t'es mis dans une position de pouvoir enchaîner les acquisitions. Donc parfait, ça c'est la première acquisition, puis on voit bien que tu y allais avec une bonne méthodologie, la formation, le mentorat, et aussi finalement un peu de prise de risque. Hein. Absolument. Et si on te demandait demain de refaire la même opération, est-ce que tu en ferais une seconde, une troisième, une quatrième? Absolument. Je suis en train de regarder, là, je me prépare à reproduire l'opération. Après, c'est pas de tout repos parce que gérer des locataires, c'est pas toujours évident. Il y a des challenges. Mais je pense que ça vaut le coup, ça vaut la peine. Une des spécificités de Lévy en Amérique du Nord, c'est que, contrairement à la France, on n'a pas un système de retraite généreux. Hein. Et donc, il faut penser à ça, il faut penser à sa retraite, il faut penser à avoir un matelas de sécurité pour plus tard. Et donc, je vois l'investissement immobilier comme un moyen de s'assurer une petite retraite. Voilà. Déjà avoir un toit, mais aussi avoir une source de revenus supplémentaire à la retraite. Parce que la pension ne sera pas suffisante, à mon avis. Et moi, je trouve que je suis très modeste parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mais un point rapidement que je veux amener, c'est que la première opération est toujours difficile. Parce qu'il y a un peu d'inconnu, on ne sait pas comment ça marche, on demande comment ça va se passer. Mais une fois qu'on en a fait une et qu'on commence à y prendre goût, ça devient un peu une sorte de piqûre, de drogue, où est-ce qu'on a envie de répéter les opérations les unes après les autres. Donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est de dire, oui, la première peut être difficile, mais une fois que vous êtes lancé, derrière, c'est très facile de les enchaîner. Tout à fait. Surtout quand tu as l'équipe, tu as un agent immobilier qui reste en contact, qui dit est-ce que c'est bon, tu es prêt, voici d'autres trucs que j'ai vus. Moi aussi, je suis à l'écoute du marché, je regarde en permanence, voilà, qu'est-ce qui vient sur le marché, c'est quoi les prix, l'évolution. Je suis à l'écoute du marché en termes de taux d'intérêt aussi, c'est quoi l'évolution des taux. Là, en ce moment, par exemple, je trouve que c'est un peu cher. Les taux ont monté pas mal au cours de ces 2-3 dernières années. Donc, rester à l'écoute du marché et être prêt à bondir à la première occasion quand les conditions deviennent plus favorables. Parce qu'on sait un peu le jeu, je ne refais pas le process, je ne recommence pas à zéro, donc je connais le process. Et c'est beaucoup plus facile, comme tu disais, d'enchaîner derrière. L'autre chose que je veux te demander aussi, c'est que, et c'est là où je montrais vraiment à tout le monde l'avantage d'investir en immobilier, c'est qu'aujourd'hui, tu ne vis plus à New York, hein, tu vis à Boston. Mais aujourd'hui, ton loyer, tu ne le payes pas, right? Parce qu'aujourd'hui, avec les revenus que tu génères, sans trop entrer dans les détails, tu génères assez de revenus aujourd'hui pour pouvoir dégager une marge positive qui te permet de payer ton loyer à Boston. Tout à fait. Donc, c'est ça qui est beau avec l'immobilier, c'est que des fois, tout le monde pense à l'argent, mais moi, je veux dire deux choses. La réalité, c'est qu'avec l'immobilier, tu deviendras pareil du jour au lendemain. Ce n'est pas un get rich quick. Ça, c'est clairement pas ça. Par contre, c'est quelque chose dont tu peux vivre tout de suite parce que aujourd'hui, la réalité, c'est que ton loyer que tu as à Boston, tu ne le payes pas parce que tu es ton bien à New York, tu dégages assez de revenus pour pouvoir couvrir tout ce qui est lié à New York et en supplément aller couvrir ce qui est à Boston. Tout à fait. Mais bien sûr, il y a un coût parce que il faut gérer les locataires. Parlons-en de la gestion des locataires. Comment ça se passe là, je suis en conflit avec un locataire à qui j'ai demandé de partir d'ailleurs. Je lui ai envoyé une lettre eviction notice qui part à la fin du mois. Petite parenthèse rapide, après je te laisse parce que j'adore ça. Quand tu es propriétaire, la question, tu vas avoir à faire à sortir un locataire. Et ce qu'on appelle eviction aux États-Unis. La question, ce n'est pas est-ce que tu vas avoir à le faire, la question c'est quand. Parce que ça va forcément arriver. Mais raconte-nous un peu comment c'est passé. Donc ces locataires-là, c'était mes voisins quand j'ai aménagé. Leur proprio a vendu la maison et ils se sont retrouvés dehors. À l'époque, d'ailleurs, je trouvais ça bizarre. Et donc, ils cherchaient à aménager quelque part. Au même moment où moi, j'avais mis les locataires précédents dehors. Ils payaient en temps et en heure, mais c'est juste qu'on avait une mauvaise relation. Donc, vous savez quoi, les gars, je ne renouvelle pas votre bail. Et donc, au bout d'un an, je leur ai demandé de partir. Et donc, ces gars-là, j'ai posté une annonce sur Internet. Ils m'ont contacté. Ah, tiens, on reconnaît la maison, l'adresse, on était d'anciens voisins. Je dis, ah, mais c'est cool, génial. Et donc, je leur dis, ok, vous êtes mes anciens voisins, on se connaît, je vous fais confiance, je ne vais pas passer par tout le process de vérification, blablabla. Donc, j'ai baissé un peu ma garde. J'ai dit, non, c'est bon, allez, c'est bon, on va faire un truc vite fait. Mais le jour de la signature du contrat de bail, je rencontre un de mes voisins en lui disant, ah, mais tu sais quoi, tu ne devineras jamais, monsieur et madame tel qui vivaient là, ils vont aménager ici. Je vais signer un contrat avec eux tout à l'heure. Ils m'ont dit qu'ils sont à la recherche et tout. Il me dit, ah non, me dis pas que tu vas faire ça. Je dis, pourquoi? Il dit, ah non, mais tu sais pas, tu connais pas l'histoire. Je dis, non. Il me dit, la raison pour laquelle ils sont partis, c'est qu'ils payent jamais en temps et en heure. Il y a eu plein de problèmes avec le propriétaire précédent. Donc il s'est servi de la vente de la maison comme d'un moyen de s'en débarrasser.
Ouais. Mince. Ouais, Ah ouais. ouais. Et donc du coup, vu que j'avais déjà fait une promesse, je leur ai dit, vous savez quoi, on va faire un truc month to month, donc une location au mois. Et voilà, parce que blablabla, machin. Ok. Bref, ils ont accepté. Et 2 mois après, les problèmes ont commencé. Ouais, c'est souvent ça avec les locataires. C'est des locataires de mauvaise qualité resteront toujours des locataires de mauvaise qualité. Donc, Puis, ouais. je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo dans laquelle je vous donne 5 étapes pour choisir des locataires de qualité. Parce que des locataires de mauvaise qualité, c'est la différence entre un investissement qui fleurit ou un investissement qui est tout pourri. Mais c'est comme ça qu'on apprend. En fait, là, maintenant, tu as appris ta leçon. C'est sûr que la prochaine fois, tu feras mieux. Mais c'est ce qui est génial dans l'immobilier, c'est qu'on ne finit jamais d'apprendre. Ouais. Jamais d'apprendre. Parfait. Donc ça a commencé par des retards de quelques jours, et puis de quelques semaines. Et puis ces 2 derniers mois, c'était des retards de plus d'1 mois. Donc je leur ai dit, vous savez quoi les gars, ça ne marche pas. Et dans votre intérêt et dans mon intérêt, je pense qu'il vaut mieux se séparer. Donc j'ai envoyé la lettre. Ils n'ont pas répondu. Ils font sourd d'oreille, mais ouais, ça c'est un des challenges. Donc c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est tout ce qui est maintenance, réparation. Parce que chaque mois, il y a des trucs, quoi. C'est des toilettes bouchées, c'est déneiger, c'est l'entretien du jardin, la pelouse. Il y a plein de trucs. Et donc moi, j'ai un handyman, donc on appelle ça comment en français déjà? Un homme à tout faire. Un homme à tout faire, voilà. Avec qui j'ai un deal et qui justement m'aide pour tous les travaux, tout ce qui est maintenance, réparation dans la maison. Et ça, c'est important. C'est un investissement qu'il faut faire quand on est en Amérique du Nord, c'est trouver quelqu'un qui fait ces petites choses-là pour vous. Parce que le but d'investir, c'est effectivement d'assurer la retraite, mais c'est aussi d'avoir une meilleure qualité de vie aujourd'hui. Donc, si tu achètes un bâtiment et que tu n'as pas quelqu'un qui peut t'aider avec les travaux, c'est que tu te rajoutes du travail à toi-même. Et c'est pas le but. Le but, c'est pas de ça. Si tu n'as pas cette personne-là, c'est comme si finalement tu n'achètes pas un investissement, tu t'achètes un travail. Et c'est pas le but. Donc, on a la chance en France d'avoir les agences qui gèrent des biens de A à Z pour soi. Il faut un peu les contrôler pour qu'elles ne soient pas trop gourmandes sur les frais. Hier, j'ai une agence qui m'a envoyé un devis de 990 pour changer un ballon d'eau. Sur Castorama, le ballon d'eau, il coûte 200 €. Donc, ils se font plaisir. Ils se font plaisir, je pense. Ou en tout cas, l'artisan veut se faire plaisir. Donc, l'avantage en France, c'est qu'il y a un système de gestion qui est très bien développé, très bien installé. Je vous le dis, c'est entre 5 et 6, voire des fois 7% du loyer qui est pris. C'est quelque chose qui est très bien, très bien en place. En Amérique du Nord, ça n'existe pas. Les agences de gestion, ça monte des fois à 15% et c'est sur des biens qui sont, par exemple, je vous dirais, il faut avoir un gros parc pour que ce soit rentable d'aller chercher une agence de gestion. Donc, c'est l'inconvénient de l'Amérique du Nord. Tant que tu es petit, et ce que j'appelle petit, c'est 10, 15, 20 logements. Tant que tu es petit, tu n'as pas assez de revenus tu ne génères pas assez de revenus pour vraiment payer quelqu'un à temps plein pour faire des travaux pour toi, pour faire de la gestion pour toi, un concierge. Et c'est là où est-ce que finalement ton investissement peut prendre un peu de temps. Mais dès que tu vas passer une taille critique, la taille critique au Canada, de ceux à qui je peux discuter, c'est autour de 200 appartements. C'est pas des blagues là, c'est vraiment des choses qui sont très courantes ici. 50, 100 appartements, c'est très courant. Je t'invite à regarder ma vidéo où je parle du refinancement. C'est la méthode qui permet justement d'aller chercher ce type de bien, de répéter l'opération encore et encore et encore. Donc, c'est ça la challenge, c'est la gestion. Mais ça vaut la peine parce qu'aujourd'hui, tu vis à Boston sans avoir à payer un quelconque loyer. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ok, bah regarde, là, c'est quand même intéressant. On a fait un peu le tour de ton parcours d'investisseur, Steve. Merci beaucoup. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, notamment à New York, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Je dirais 2 choses. Première chose, c'est il faut se préparer. C'est comme tout, hein. C'est un projet à portée de main, mais c'est un projet qui demande un investissement important en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent aussi. Donc il faut se préparer, avoir de l'argent de côté, bien se documenter, bien se renseigner. Et la deuxième chose, c'est être sûr d'avoir le bon mindset. Une chose que je réalise en discutant avec des gens comme toi, d'autres investisseurs, c'est qu'il y a des personnes dans la vie qui sont risk averse, comme disent les Américains. Qui ont peur du risque. Qui ont peur du risque, qui, pour déménager de Paris à Lyon, ça va être toute une galère. Il y a des personnes pour qui c'est « OK, let's just do it. » On y va. On y va. Ça va pas être la tarte, mais c'est possible. On peut le faire. Je peux le faire. Donc déjà, il faut être sûr d'avoir le bon mindset parce que pour quelqu'un qui est très frileux,
qui a horreur des risques, horreur des changements, horreur des difficultés, des problèmes, c'est pas la peine. Je pense qu'il faut être honnête envers soi-même et savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Donc si on n'a pas le bon mindset, ça sert à rien de se forcer, de s'embarquer dans une galère. Par contre, si on a le bon mindset, si vous êtes des risk takers, des personnes qui ont ce goût du risque et qui sont prêtes à faire des sacrifices, qui sont prêtes à investir dans leur futur en prenant des risques aujourd'hui, en faisant des sacrifices aujourd'hui, si vous respectez le conseil numéro 1, c'est-à-dire bien se former, bien se documenter, bien voilà, c'est à portée de main, c'est possible. Il faut juste être un peu discipliné pour mettre de l'argent de côté, pour suivre un process, pour écouter les conseils. Mais si on a ce bon mindset et si on est prêt à suivre un process de manière disciplinée, c'est possible, c'est à portée de main. Aux US, au Canada, en France, partout. Mais écoute Steve, merci beaucoup pour ton temps. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour recevoir automatiquement des notifications dès que je vais interviewer d'autres investisseurs de qualité comme Steve. Puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!